Aujourd'hui, on va parler autour d'un livre publié par Jean-Bernard Cahour d'Esprit qui a pour titre Frédéric Mistral et Déodat de Séverac, le félibrige et la musique. Ce livre, si cet entretien vous a captivé, vous pouvez le commander sur Amazon. Vous tapez Jean-Bernard Cahour d'Esprit et vous verrez les différents livres disponibles. Tout d'abord, pouvez-vous, cher ami, évoquer ce qui vous a amené à écrire ce livre? Je suppose que, en grande partie, vous êtes venu à Mistral par Déodat de Séverac et la musique, plus que la poésie. Tout à fait, parce que je ne connais pas le provençal, mais que j'aime entendre. Mais bon, je suis quelquefois des émissions sur le félibrige ou autre, mais ce n'est pas ce n'est pas ma langue. Ma langue, c'est le français. Je suis à l'origine, c'est-à-dire de la vallée de la Loire. Mais j'ai besoin de la Provence, j'ai besoin des cyprès, des pins parasols pour vivre comme Déodat de Séverac. Or, j'ai eu la chance de connaître Déodat de Séverac à Perpignan, tout simplement, donc en Roussillon. Et cela m'a amené à découvrir le personnage qui a été fondamentalement intéressé par le félibrige. Il était félibre. D'ailleurs, on compare très souvent Déodat de Séverac à un Mistral de la musique. Effectivement, l'un s'intéresse à la parole, c'est Frédéric Mistral, c'est certain, c'est un poète, il a fait Mireille, mais il n'a pas commencé par ça. Il a commencé par la redécouverte des principes et des lois du folklore, disons le mot, du folklore provençal. Or moi, la Provence, j'y vais depuis ma prime enfance, et c'est aussi les cyprès, les pins parasols, même si quelquefois ça ressemble à la région toulousaine. Alors, Déodat de Séverac et Frédéric Mistral se sont réunis, ou ont failli être réunis définitivement dans un opéra, le Rhône, le poème du Rhône. Or, quand Déodat est allé pour se mettre d'accord avec Frédéric Mistral en 1913 à la Saint-Estelle, eh bien, le contact a été définitivement fait, sauf que, hélas, Mistral est mort un an après. Donc, la résolution ne s'est pas faite, mais la musique de Séverac est inspirée, comme la culture de Mistral, par la campagne, les paysans, les danses, toute la vie folklorique en quelque sorte. Alors lui, il l'a fait rentrer dans sa musique, mais c'est un musicien français et il se considère comme tel. D'ailleurs, toute la première partie de son œuvre va être dans le chemin des symbolistes, plus des romantismes. Or, déjà, le symbolisme, vous savez que ça attire au goût pour la terre, au goût pour tout ce qui est culture populaire. Et c'est pour ça qu'il se qualifiera comme musicien régionaliste. Est-ce que j'ai pu... Oui, est-ce que vous pouvez évoquer dans les grandes lignes ça, c'est la vie de Mistral? Alors, la vie de Mistral, elle est à la fois très simple et très compliquée. Il a fait des études de droit. À la fin de ses études de droit, il va être révolutionnaire, mais il va l'être le temps de recevoir une paire de gifles de son père, qui lui dit que qui lui fait comprendre que c'est pas ça, que la voie n'est pas là. Donc Mistral, dès qu'il a fini ses études de droit, eh bien, il se décide à s'intéresser à la Provence, à la culture provençale, aux traditions et à la nation provençale, comme il dit lui-même. Et ce n'est qu'après qu'il va comprendre que c'est par la langue qu'il aura le meilleur lien. Alors, il crée, je crois que c'est en 1854, le félibrige avec quelques poètes provençaux comme lui, et il s'intéresse là à relever
a recréé pratiquement une langue provençale, parce que les Provençaux eux-mêmes vous diront, moi je suis de telle région, on ne parle pas comme le provençal de Mistral. Alors, il s'intéresse à ça, et avec tous ses amis, ils vont rechercher tout ce qui peut être intéressant pour rappeler, pour conserver le pays. Il faut pas oublier qu'à l'époque, on est tombé dans le matérialisme de républicain et on veut oublier, d'abord, la langue, deux, toutes les traditions, et il faut que tout le monde soit pareil. Et Napoléon va entériner la chose. Alors, ils vont créer le conservatoire de la culture provençale, et ils vont faire un musée. Il y a ce musée qui existe toujours. Il a été fermé pendant 2 ans, je ne l'ai pas revu récemment, mais à l'époque, encore il y a 2-3 ans, on voyait les étiquettes que Mistral lui-même avait été écrit autour des produits, des robes, des objets provençaux. Alors, il va, par son amour pour la langue régionale, il va se lier avec un Catalan, et là c'est toute une autre aventure. Ça va être une espèce de croisade qu'ils vont créer. Mais bon, Mistral n'est pas un politique très avisé, et il va comme beaucoup de gens d'ailleurs, même Maurras, qui était républicain d'abord, ils vont tergiverser, mais un jour Mistral finira par être au contraire farouchement monarchiste et puis régionaliste. Ça, c'est le fond de son âme. Mais on peut être régionaliste et républicain. Alors, il s'est d'ailleurs rapproché au cours de sa vie de Charles Maurras. C'est Charles Maurras qui s'est rapproché de lui. Oui. Charles Maurras, ça a été un disciple. Et j'ai un livre là, à côté de mon lit, c'est de Maurras sur Mistral. C'est à propos de sa quête sur... mais bon, c'est un petit peu compliqué. Le livre le plus intéressant, à part le mien bien entendu, sur Maurras, c'est sur Mistral, c'est ses mémoires. Les mémoires qui existent à la fois qu'il a écrit lui-même en provençal et en français. Moi, je le lis dans le français. Est-ce que vous pourriez très rapidement évoquer un peu la pensée politique de Mistral, régionaliste, homme de racinement, de foi, de grande foi, c'est en ligne Mireille, on a l'impression de trouver un poème presque d'inspiration médiévale, d'une grande pureté, ou on peut le comparer à Dante. C'est plutôt comparable à Virgile. Et d'ailleurs, Dante, bien sûr, faisait partie de ses pères spirituels, mais c'est plutôt à Virgile. Et Virgile, d'ailleurs, il le fait en 12 chants, Mireille, comme lui. Mais bien que lui se compare plutôt avec Homère, mais bon, c'est peut-être tout simplement une parole qui a glissé, parce que avec Déodat Séverac, c'est justement ce qui va les réunir, ils vont se trouver un père spirituel dans Virgile. Déodat connaissait tellement bien Virgile qu'à Mario Meunier, c'est lui qui le rappelle, Mario Meunier, qu'il se promenait dans les rues de Paris. À l'époque, on marchait beaucoup, et il racontait Virgile dans le texte, comme ça, par cœur. Mais justement, ça nous rappelle à la question que vous m'avez posée, quel rapport entre Mistral et le Félibrige ? Tout simplement, Mistral, on ne va pas dire que c'est le père du Félibrige, il faut remonter... si, c'est le père du Félibrige, je veux dire, le père du régionalisme. Et le régionalisme, c'est pas le plaisir d'aimer les petites coutumes de son pays et pour les conserver, c'est de les aimer parce qu'elles font partie d'un grand tout. C'est une autre nation. Et les Félibres, par exemple, sont des nationalistes au sens provençal du terme. Son amour charnel de la terre provençale me fait penser à certains vers de Du Bellay, quand il est à Rome, où il parle de son petit Liré. Alors, il est éminemment français, Du Bellay. Tout à fait. Mais profondément, charnellement enraciné. Et ce sont des notions que l'homme moderne, qui a perdu toute racine, qui est un nomade,
a du mal à C'est la comprendre. réaction d'abord des symbolistes et des Philippe qui sont des symbolistes, ils sont dans l'esprit symboliste, ils veulent garder l'âme du pays, les coutumes, parce que les coutumes, c'est les instruments de l'âme du pays, mais ils se considèrent français d'abord, et ensuite la petite patrie, il y a la petite et la grande patrie. Alors ce qui choque un peu chez Mistral, c'est qu'au début, sa grande patrie, c'est la France, mais c'est la République. Or, la République, c'est celle qui détruit tout, les provinces, les parlers, les cultures, tout ça, et le capitalisme. Le capitalisme qui va amener à la réaction. Mistral, comment s'est-il converti sur le plan politique de républicain à monarchiste? C'est un glissement qui s'est fait doucement. Il a, quand il est révolutionnaire, quand il a 18 ans, quand il passe ses études, quand il a passé ses examens, il fait un manifeste contre un poème contre les rois. Et puis, mais il l'écrit avec quelqu'un, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est comment s'appelle cet éditeur qui a été un des fondateurs du Félibrige avec lui, j'ai un trou pour son nom. Théodore. C'est Aubanel. Aubanel. Voilà. Et lui est légitimiste. Et ils participent, ils font le poème ensemble, en fait. Et alors que le monarchiste légitimiste crie contre les rois. Ce qui prouve bien que les gamins de 18 ans, et c'est toujours valable d'ailleurs, n'ont pas tellement de fondement sur la vérité, sur le fond de leur pensée. Alors, il va d'abord commencer par avoir des idées qu'ont déjà eu un peu les révolutionnaires, déjà, comme ceux qui ont été guillotinés par les Jacobins. Les Girondins. Les Girondins. Mais bon, ça se développe. Mais là, c'est le romantisme. Alors le romantisme, avec tous ses excès, et que d'ailleurs, Mistral le dit, qu'il a dit ça parce que il avait entendu des belles paroles de Lamartine et qu'après tout, il s'était laissé prendre dans la chose. Mais la vérité, la recherche de la vérité le ramène à quand même ce qu'il y a de mieux, qui est au-dessus des partis, et parce que les Jacobins, c'est eux qui détruisent, ce sont les républicains qui détruisent la France, qui suppriment les langues. Ce religieux qui était évêque de Blois, je crois, Grégoire, le sinistre abbé Grégoire, c'est lui qui interdit toutes les langues et tous les parlers. Or, si on veut supprimer la liberté d'un pays, c'est de supprimer sa langue. Comme disait mon ami Anne Brassier, quand on veut, les gens parlent, les esclaves parlent la langue de leur maître. Donc là, on veut les obliger à parler le français. Donc, je rappelle Bonaparte qui fait apprendre le français partout, à la même heure, dans toutes les mêmes écoles. Donc Mistral vient à la monarchie beaucoup plus par enracinement local que à la suite d'un raisonnement comme Maurras. C'est ça. Mais Maurras, il a commencé pareil, hein, en fait. Maurras, il a commencé par être républicain et même critiquer la monarchie. Oui, mais Maurras est avant tout un positiviste. Il arrive à la monarchie par un raisonnement. Il arrive à la monarchie. Oui, bien sûr, mais est-ce que c'est seulement un raisonnement? Et puis, qu'est-ce qui conduit notre raisonnement? On ne va pas, défendre un système qui est contre nos idées, notre sentiment. Parmi les faits libres, qui sont presque tous plus ou moins monarchistes, Mistral est peut-être le plus libéral, mais il y en aura d'autres après qui vont être franchement rouges. Or, au début, Mistral est critiqué quand il fait sa première apologie, parce que tous les pseudo ou pré-régionalistes sont quand même enracinés dans la République. Ils sont députés, c'est leur salaire, c'est leur intérêt. C'est quand même une période de confusion. Alors, comme Mistral est à la fois un poète, donc un homme sensible, eh bien, il saura
attirer. Et puis l'histoire de la Provence, c'est l'histoire, c'est un royaume quand même, ou un comté royal. Et qui a été marqué malheureusement par la Révolution française. De nombreux martyrs, on peut penser à ceux de Bédouin, d'Orange. Tout à fait, et c'est pour ça que justement, Mistral va comprendre que la République, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et alors, il se lie avec des Catalans, on a parlé des catalanistes, mais au début, les premiers ont été exilés en France parce que ils avaient comploté contre la reine Isabelle II. Mais Isabelle II, ça aurait très bien convenu à Mistral. Mais il va être pris, peut-être qu'en vieillissant on devient plus sérieux, par justement la femme de Don Carlos, qui est une, je sais plus comment elle s'appelle, qu'il voit comme un personnage de légende. Mais auparavant, il va y avoir ce rapprochement avec les Provençaux et qui va se matérialiser en Provence, justement, par la Coupe au Santo. La Coupe au Santo, qui est un rituel, pas maçonnique, mais qui est un rituel ésotérique, en quelque sorte, ou pseudo-ésotérique, puisque tout le monde va boire dans la même coupe le même vin. Et Dieu sait s'ils en buvaient bien du vin. Les Félibres sont connus pour leurs grosses dépenses de Côte-du-Rhône et Côte-de-Provence. Donc la Coupe au Santo, qui est toujours le chant des régionalistes. Alors il l'échange à Avignon. Il l'échange, oui, mais elle est offerte par un Catalan. Elle est offerte par Balaguer, je crois, et pour faire cette communion entre les. Mais ils sont de différentes parties. Les uns sont républicains, les autres sont. Et c'est lui qui, quand il verra les bêtises que font les républicains catalans, eh bien, il leur dira, je comprends pas. Et c'est là qu'il commencera vraiment à devenir monarchiste. Je vais vous poser une question un peu délicate. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur la modernité de Mistral, voir que c'est à la fois un homme de tradition et de modernité? Par certains côtés, il me fait penser à Gustave Thibon. C'est Gustave Thibon qui est plutôt mistralien. Oui, ça, d'accord. De toute façon, et il l'était sans aucun doute. C'est pas. Mais alors, je me souviens, la première fois que je suis allé à Barcelone, c'était une manifestation organisée par une association française, j'allais dire occitano, et catalane. Mais à un moment, on a voulu, et les organisateurs avaient voulu qu'on aille mettre une gerbe au monument à Mistral. Eh bien, beaucoup de gens, pas énormément, il faut quand même pas abuser, n'ont pas voulu, parce que la gauche était passée par là. Et Mistral, je ne sais pas. De toute façon, les Félibriens maintenant sont un peu endormis. Il y a plus, d'abord, il n'y a plus Mistral, puis deuxièmement, il n'y a plus tous ces gens, ces Chicard, tous ces gens qui ont continué son œuvre, parce que c'est pas forcément les plus connus, qui ont manifesté Haribo, enfin, Sévrac dans la musique et tous ses amis catalans ont voulu. Alors, est-ce que c'est toujours d'actualité? Je ne sais pas, puisque moi, quand j'ai fréquenté le Félibrige il y a un certain temps, j'étais un petit peu déçu par leur manque de pêche, leur manque de. Moi, Mistral, je l'ai découvert. Mais il n'est pas de droite, il n'est pas de gauche, oui. C'est pour ça qu'on lui en reproche. Moi, j'ai découvert Mistral il y a très longtemps, grâce à Don Gérard. Oui, ça ne m'étonne pas. Qui nous faisait lire quand on était jeunes. Bien sûr Gustave Thibon, Simone Veil, la Grande, Peggy et Mistral. Et on voyait dans Mistral un homme à la fois d'enracinement et d'une grande foi.
De toute façon, quand il était républicain ou qu'il était légitimiste, il a toujours été un homme de foi. Ça, excusez-moi, mais les Jacobins, c'est quand même pas... Il y a eu des socialistes au Félibrige, des anticléricaux, des Félibres rouges. Je n'ai pas les noms, mais je les donne dans mon livre, comme on dit. Mais si je voulais faire le portrait en 3 mots de Mistral, un grand chrétien et un homme de foi, d'abord, c'est-à-dire un grand chrétien et un homme qui croit dans sa patrie, dans la terre de ses pères, et quitte à accepter même des erreurs qu'ils ont pu faire, mais qui saura, à la fin de sa vie, vraiment retrouver. C'est-à-dire que le vrai, et c'est pour ça que je regrette presque que sur la couverture de mon livre, on ait mis cette tête de Mistral jeune, alors que le Mistral que tout le monde se représente, c'est le Mistral vieux avec ses grandes moussages et son grand chapeau. Vous voyez, là j'ai un santon qui représente Mistral, et j'allais dire, c'est presque l'uniforme. Celui qu'on voit sur tous les monuments. Et pourtant, il était jeune. C'est le moment où il commence à... Je ne sais pas quel âge il a sur cette photo. 25 ans, 30 ans. Oui, il est donc dans là, il est dans la poésie, il est encore en train de chercher. Mais quand vous pensez qu'il va avoir avec son merveilleux poème qui s'appelle Mireille, Mireille qui est d'ailleurs surtout plus connue par l'opéra de Gounod, mais et beaucoup de Provençaux ont critiqué l'opéra de Gounod, disant oui, il a presque démistralisé. Or, désolé, ils ont travaillé ensemble. Gounod est allé sur place, il devait aller quelque part, puis à la fin Mistral lui a dit venez chez moi. Et puis donc ils vivaient ensemble, discutaient beaucoup. Et à un moment, pour travailler, Gounod est allé se mettre dans un hôtel, et c'est là où il allait dans la montagne. Il allait, et moi j'écoute, mais régulièrement, très souvent, j'écoute Mireille, et c'est vraiment la Provence. Ça sent la Provence. Alors les Provençaux qui critiquent Mireille parce que ça fait opéra français, je crois que ils ont tort. Gounod, c'est lui qui a fait connaître l'œuvre de Mistral. Il faut inciter nos lecteurs, nos auditeurs plutôt, à lire, s'ils ne l'ont pas déjà fait, le poème de Mireille. Et s'ils n'ont pas une culture gréco-latine, éventuellement avoir recours à quelques anthologies ou histoire de la littérature, et voir que, au fond, Mistral est un chant non seulement de la Provence, mais de la culture gréco-latine. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est la fois, quand il parle de la Provence, c'est pas au sens d'une province. Oui. C'est une culture. Vous savez que très souvent, on n'a pas baptisé bêtement Occitanie, on disait le provençal. Bon, ça a eu plusieurs noms parce que ça a changé plusieurs fois. À un moment, c'est le Limousin parce que quand la Catalogne s'est vidée de son peuple pour partir pour les colonies, ils ont repris des Limousins qui sont allés là-bas s'installer. Bon, le provençal, c'est donc à la fois une langue, un esprit. Alors maintenant, on tente à lui substituer le mot Occitanie, qui finit par avoir une certaine légitimité. Parce qu'avec le temps, mais Mistral n'a jamais connu le mot Occitanie. J'ai connu, hélas, je l'ai perdu de vue, peut-être même qu'il n'est plus des nôtres, un auteur, Barthès, qui a écrit une histoire de la langue occitane, avec, entre guillemets, et il démontre la façon dont on a créé une nouvelle langue fédérative. Mais j'ai eu le problème un jour en Provence,
non, c'était à côté de Nîmes. Alors Nîmes, c'est le Languedoc en principe, mais c'est de culture provençale. D'ailleurs, le costume des dames provençales, c'est celui des Arlésiennes. Alors on me demande, on cherchait un curé pour faire une messe du Félibrige. Ben, j'ai dit, moi je connais que des Languedociens. Alors bon, on a fini par trouver, bien entendu. Mais il fallait aller demander à un moine du barreau. Ah ben, j'ai pas de voiture, moi je bouge peu et j'aime bien les gens qui viennent à moi. J'avais justement un des représentants du Félibrige dans ce petit village qui s'appelle Mandevel, mais où il y a un Félibre justement qui a été célébré dans la célèbre année. Mais il y a toujours des petites, je répète, Mistral, Saint-Provence, c'est la culture latine. Gréco-latine. Oui. Gréco-latine. Vous avez bien raison de me reprendre parce que je regrette toujours qu'on oublie. D'ailleurs, c'est ce qui le rapproche aussi. Homère. Et ce qui le rapproche aussi de Maurras. Ils avaient la même culture. C'est Maurras qui le rapproche. Oui, d'accord. Mais ils avaient la même culture. Et peut-être ce qui est angoissant aujourd'hui, c'est qu'on est totalement, du moins la jeune génération, privée de cette fréquentation de ces auteurs, parce que malheureusement... Maintenant, notre langue, voyons, c'est même plus le français, c'est l'anglais. Oui, enfin, disons, un mélange, un mélange où les gens ne sont même plus capables, à part... d'être ému par des sons, de comprendre en profondeur la construction d'un discours. C'est ça le drame de notre époque. Oui. Alors, les gens sont un petit peu perdus quand même, parce que l'anglais nous écrase. J'ai fait un colloque avec avec un des représentants du Frély, le Bailey même, et lui, bien sûr, a parlé en français, puisqu'on s'adressait, c'était à Narbonne, à des Français, mais il a montré toutes ses sensibilités. Moi, je parlais plutôt proche de Déodat Sévrac, de la chanson populaire. Or, c'est un lien qui unit tous les Félibres avec les autres régionalistes, c'est le chant populaire. Mistral est un poète, c'est évident, c'est un écrivain, mais c'était aussi un chanteur. Et quand tout gosse, il chantait dans une maîtrise à Aix-en-Provence ou Avignon, je ne me souviens plus. Je crois que c'est Avignon. Je crois que c'est Avignon. Mais j'ai dévié parce que je voulais dire que le livre que je proposerais aux gens de lire d'abord, ce n'est pas Mireille, mais c'est les mémoires. Et c'est passionnant. C'est raconter, c'est Mistral qui raconte sa vie à travers des anecdotes et qui permet de comprendre tous les autres régionalistes qui sont, malgré tout, des démarques du Félibrige. Et d'une France qui a disparu. Mais... Parce qu'on pourrait éventuellement, mais ce serait un autre sujet, comparer ses mémoires avec celles de Renan. Tout à fait d'une autre région de Bretagne, et on voit qu'il y a des points communs dans la vie des paysans de l'époque. Je ne connais pas Renan, je vais vous dire que je suis plutôt attiré par les cyprès, les parasols. Et puis depuis l'âge de 10 ans, je vais en vacances en Provence, et je regrette qu'une chose, c'est pas y finir mes jours. Mais après tout, je suis angevin, et chez nous, c'est le pays du roi René. Le roi René, c'est le roi d'Aix-en-Provence. Et puis, les choses se font sans qu'on réfléchisse quelquefois. Puis, vous voyez, je suis resté longtemps à m'occuper d'autre chose que de Mistral. Mais on ne peut pas l'abandonner quand on s'intéresse à Déodat Sévrac. Et j'ai voulu commencer ma collection Cultures et Traditions, non pas par un livre russe, mais par un livre sur la Provence. Or, je sais qu'il y a des traductions de Mireille en russe et qu'il y a une association Frédéric Mistral à Moscou, mais je ne la connais pas. Auriez-vous encore quelques mots à dire pour conclure
et donner envie aux auditeurs d'acquérir votre livre sur Frédéric Mistral et Déodat de Séverac. Oui, je les y encourage parce que Frédéric Mistral et Déodat de Séverac, je répète, ils sont liés dans ce livre, ont été à l'origine de toute une école esthétique, mais musicale. Dans ce livre, je parle également, et si je dis bien, le sous-titre, c'est Le Félibrige, et la musique. Je parle de toutes les musiques régionalistes qui ont été inspirées par l'esprit de Mistral. Et c'est des compositeurs comme Joseph Canteloup, bien sûr. Je parle de Fémirail, c'est évident, ça ne pourrait pas se faire autrement. Mais c'est tout un tas de compositeurs. Maurice Emmanuel, je donne la liste de ceux qui ont écrit sur des poèmes de Mistral. Et ils sont nombreux, y compris Bizet, qui avait commencé quelque chose et qui n'a pas pu le finir à cause de sa mort. Mais écoutez, je suis très heureux de vous recevoir et j'espère que votre livre aura le succès qu'il mérite. Je n'ai pas donné trop de détails, mais ils sont dans mon livre, comme on dit, et je vous invite à les y retrouver. C'est important de retrouver notre patrimoine littéraire, musical, historique, surtout en ces temps de grandes fractures. Mais vous voyez, tout n'est pas mort, puisque la semaine prochaine, le 24 novembre, je serai à Toulouse pour une grande exposition, la bibliothèque de Toulouse et racheté les archives de Déodat de Séverac, où on verra les documents et notamment les lettres de Mistral. Voilà. Et la semaine prochaine, je serai en Provence pour aller après, m'imbiber ou avant, je ne sais pas encore. Alors, si vous allez en Provence, si vous n'êtes pas trop loin de Nîmes... Non, je serai à côté, à Nîmes. Alors, allez voir l'abbaye du Barreau. Je ne suis en voiture. Vous demandez à quelqu'un... J'y suis allé une fois et c'est superbe. Non seulement ça, on voit tradition et modernité. Oui, oui. Un peu comme chez Mistral. Oui, tout à fait. Et on voit aussi le lien avec avec les arts. Au Barreau, on sent l'héritage des Charliers. Il y a disons, une continuité historique, artistique, spirituelle. Et on peut dire que Don Jarrat a été un maillon dans cette transmission. L'église est fantastique, on ne sait pas la dater, on ne sait pas dire elle est moderne ou elle est ancienne, elle est d'éternité, de style vrai et éternel. Comme disait saint Augustin, toute vérité catholique.